Bonjour et bienvenue dans cette critique immersive sur le tome 2 et le dernier du Solstice des Ombres de Benjamin Lupu. Les critiques immersives c'est quoi? Je vais d'abord vous emporter avec moi dans le livre en vous le racontant, ensuite je vous donne mon avis, et pour finir, je vous lis une citation de celui-ci pour qu'il s'exprime par lui-même en conclusion. Ce livre d'ailleurs est un service presse que Mnemos m'a très gentiment proposé et je les remercie grandement pour la confiance qu'ils ont, même si ça va changer en rien mon avis sur cette duologie. Comme c'est le tome 2 et la fin de cette duologie, je vais vous remettre en introduction l'immersion du tome 1 pour ceux qui voudraient la voir et qui n'auraient pas vu la première vidéo, ainsi que du coup la nouvelle que j'ai faite sur ce tome 2. Ne vous inquiétez pas, l'avis sera sans spoil, c'est un avis qui va être sur le tome 2 et sur la duologie en entier, mais il n'y aura pas de spoil. Donc vous pouvez rester jusqu'au bout de la vidéo, sans inquiétude. Allez, on perd pas plus de temps et on rentre tout de suite dans le Solstice des Ombres de Benjamin Lupu, tome 2, les voix de Canae. Vous ouvrez les yeux et vous trouvez, dans une douce pénombre, un filet de lumière pénétrant d'entre les rideaux de tissu grossier qui vous font face. Les tressautements, le bruit des roues sur la terre et le mugissement des buffles qui vous tractent vous font savoir que vous êtes dans une charrette. Votre regard se porte alors sur un jeune moinillon Orostraz du nom d'Umbrod. Umbrod est un jeune moine copiste Orostraz qui se dirige parmi la suite de la baronne Achantarvi vers événements rarissimes. Hélas, leur convoi est attaqué, pris en embuscade par une mystérieuse bande et il vous faut remonter 15 années plus tôt pour en comprendre la raison. L'Irdrie est un royaume partagé par des barons, mais dont les terres se sont gorgées de sang lors du chemin des larmes, une cruelle guerre de religion opposant les Orostraz aux Borésiaques. La paix se profilait enfin entre ces deux parties lorsque la juste trahison advint entre deux sœurs. Esphirène Achantarvi, aidée de ses partisans, massacra le baron Evaradvi, mari de sa sœur Iman Evaradvi, ainsi que son parti. Mais la baronne, la Borésiaque, en réchappa et se terra depuis avec ses partisans, fomentant sa vengeance sous le nom de la veuve Misère. Vous revenez au moment de l'attaque du convoi d'Umbrod, et vous comprenez trop tardivement que ce sont bien des partisans borésiaques de la veuve Misère qui mènent cet assaut. Qu'adviendra-t-il d'Umbrod le moinillon? Que peut bien préparer la veuve Misère? Et quelles alliances et trahisons se noueront dans cette lutte? Il vous faudra lire le Solstice des Ombres tome 1 pour le savoir. Vous arrivez aux portes de Canae, la sainte cité au dôme d'or. Construite sur une colline, entourée de la rivière Oronde et cerclée de hautes murailles, celle-ci est réputée imprenable. Trônant en son sommet, le temple, au siège des Orostrates, domine le paysage. C'est en ces lieux que se retrouve notre groupe rescapé du premier tome. C'est ici également qu'Astérion passera la Pyriale, sainte relique, à son successeur lors du solstice d'été. En parallèle, l'hoste du baron Storik Farnostari se rapproche de ses portes, déterminé à prendre la couronne de force. Mais le danger vient également de l'intérieur, car les derniers Borésiaques fomentent leur vengeance. Quel secret se cache dans les profondeurs du temple? La passation de la Pyriale se fera-t-elle sans accroc? Mais surtout, le chemin des larmes arrivera-t-il enfin à son terme? Vous le saurez en lisant le Solstice des Ombres tome 2 de Benjamin Lupu. Du coup, le Solstice des Ombres, c'est une duologie de Benjamin Lupu, de dark fantasy, avec un aspect religion très marqué, guerre de religion, édité chez Mnemos. La couverture du premier tome comme du second sont vraiment très jolies. Celui-ci fait 350 pages à peu près, tout comme le premier, quoique le premier était peut-être un petit peu plus court d'ailleurs. Et du coup, c'est la conclusion du Solstice des Ombres. Et quelle conclusion! Alors franchement, j'ai été scotché par ce tome 2. Dans celui-ci, du coup, on va se retrouver dans la cité de Canae, la Sainte Cité, et on va du coup y explorer, y découvrir les différents quartiers de cette ville, ainsi que le temple principal qui couronne la cité, et qui est le centre de la religion des Orostrates, donc la religion principale de ce livre. Et du coup, on va explorer ce temple, ceux qui y habitent,
des secrets qui se cachent à l'intérieur. Et là où le premier était quasiment parfait à mes yeux, et du coup je voyais mal comment le second allait pouvoir le surpasser, et il a réussi à surpasser le second, il a réussi à se surpasser avec le second. Vraiment c'était une tuerie, ce tome 2. C'était plus dense en termes d'intrigue, le rythme était géré à la perfection, et il y a une fermeture de tous les arcs narratifs qui s'ouvrent dans le premier tome, qui sont très sympas et satisfaisants. Et puis la découverte d'autres personnages, de nouveaux personnages. On va continuer à suivre les personnages qu'on avait vus dans le premier tome, en tout cas ceux qui ont survécu, et les approfondir un petit peu au niveau de leur psychologie, et les suivre dans la résolution de leur arc narratif à chacun. Mais on va aussi découvrir, et de façon importante, des personnages évoqués dans le premier tome et qui sont des personnages d'importance. Par exemple, Astérion, le porteur de la Pyriale. On va aussi y découvrir la chef de religion Orostrate qui vit dans le temple, ainsi que d'autres personnages, celle qui va recevoir la Pyriale, donc qui va succéder en tout cas au port de cet artefact religieux. Et tous les personnages sont bien écrits, sont écrits finement, ils ont chacun des buts qui sont différents et que l'on comprend. Ils ont tous des couleurs qui sont différentes. Et vraiment, les interactions qu'il y a entre les personnages dans ce livre, je trouve, sont très organiques. C'est-à-dire qu'elles ne font pas factice, on y croit, parce que ça colle au caractère des personnages, ça colle à leur façon de parler, à leurs objectifs, à leurs démons aussi, aux défauts qu'ils peuvent avoir. Et du coup, tout ce petit monde est très crédible, très attachant, ou détestable selon ce qui est voulu par l'auteur. Mais du coup, les personnages sont super, sont crédibles, sont organiques, sont variés. Pour ce qui est de la plume, comme pour le premier tome, plume française, qui est belle, qui est acérée, cinématographique, mais quand même qui prend son temps pour décrire certaines choses, avec un univers qui est aussi relativement original par plusieurs aspects, dont des créatures qui sont inventées, toute la religion et la cosmogonie qu'il y a dans cette biologie. Et puis il y a des vrais moments de grâce, entre guillemets, avec certains passages qui sont vraiment sublimes ou vraiment qui moi m'ont scotché. Vraiment une plume très efficace qui marche très bien avec quelques envolées à certains moments qui mettent des petites claques, en tout cas moi qui m'en ont mises et qui ont atteint leur but. Pour ce qui est des thématiques, dans ce tome 2, on va y aborder de façon encore plus appuyée que le tome 1, même si le tome 1 l'a abordé déjà, le thème de la folie, je trouve. La folie sous plein d'angles différents. La folie, les personnes qui vont naître avec une folie en eux, une folie qui va se développer à cause de stress post-traumatique, de stress de guerre, à cause d'événements horribles qui se sont déroulés, une folie qui va aussi se développer à cause d'événements tragiques familiaux, la folie du pouvoir, enfin vraiment il va y avoir beaucoup de personnages, vraiment beaucoup, qui vont devoir résister et ne pas sombrer dans la folie, ou qui vont d'ailleurs sombrer dans la folie, et pour des raisons différentes. Et du coup c'est un aspect qui je trouve est intéressant dans ce livre-là, cette résister aux ombres qui nous habitent. Évidemment l'aspect de la soumission à une autorité religieuse, la soumission à un chef hiérarchique, la soumission aussi à ses instincts, à ce qu'on croit être. Voilà, il y a cet aspect de soumission qui aussi, je trouve, assez prégnant dans le livre. On va aussi évidemment y aborder toutes les thématiques religieuses qui vont avec, et les réflexions, la vengeance, évidemment, au vu du tome 1 qui s'appelait Sœurs de haine. Alors c'est peut-être moi qui interprète ça comme ça, mais je trouve qu'il y a un petit côté discrimination, colonialisme qui transparaît comme ça dans le texte par rapport à certains peuples, comment ils sont traités, comment ils sont vus. Aussi un petit peu un côté écriture de l'histoire, et écriture des textes. Parce qu'en début de chapitre, alors pas tous les chapitres, et c'était déjà le cas d'ailleurs dans le premier tome, il y a des espèces de cartouches qui vont relater des extraits de textes. Ça peut être des textes religieux ou alors des textes de personnes qui témoignent d'événements passés ou des événements présents à ce texte et qui du coup sont des témoignages du futur. Donc je trouve qu'il y a aussi cette thématique de l'écriture de l'histoire et des textes religieux, et d'ailleurs ces petites cartouches, ça rajoute de la profondeur à l'univers et à sa cosmogonie. Alors les points positifs de ce livre, le rythme il était impeccable, page turner, j'ai pas réussi à en décrocher, les personnages qui sont vraiment... qui sont bien écrits, qui sont riches, qui sont profonds, qui sont organiques. Tous les petits secrets, les petites sous-intrigues qui vont se faire comme ça en seulement 2 tomes et qui vont vraiment être
très importante là-dedans, et des côtés mystérieux et assez horrifiques de la religion, de certaines créatures, de certaines magies, qui sont vraiment assez fascinantes, assez superbes. Et puis, c'est quelque chose qui est pas facile, je pense, pour beaucoup d'auteurs, la résolution de tous les arcs narratifs ouverts, de façon, je trouve, très satisfaisante. Et la fin est vraiment très sympa. Maintenant, les points négatifs, alors, déjà dans le premier, j'en avais quasiment pas, c'était pour pinailler. Là, ça va être du surpinaillage. Il y a certains cliffhangers ou résolutions d'intrigue que je voyais venir. Mais alors, clairement pas tous. Et ceux que j'ai vu venir, je suppose que c'est parce que c'était assez évident, même au sein de l'univers, que ça allait advenir. Et que du coup, forcément, l'auteur allait pas nous faire croire l'inverse, quoi. Du coup, c'est pour qui? C'est pour ceux qui aiment la dark fantasy, qui veulent lire une duologie, donc c'est court, ça évite de se lancer dans une énorme saga. Une duologie menée d'une main de maître, lire une fantasy, dark fantasy, qui va parler de religion, mais de façon assez mystique, assez sombre, presque horrifique parfois. J'ai trouvé d'ailleurs qu'il y avait ceux qui aiment Dark Souls aussi peut-être, parce que j'ai trouvé qu'il y avait sur certains personnages ou sur certains moments de l'histoire, un petit côté ambiance Dark Souls, comme si on rencontrait un combat de boss, ou un personnage un peu mystérieux et étrange et en même temps un peu horrifique à la Dark Souls, vous voyez. Et du coup, en conclusion, c'est un second tome qui clôture, je trouve, magnifiquement le premier. Et vraiment, il a surpassé mes espérances. Le premier était quasiment parfait, je pensais pas que le deuxième pouvait être encore meilleur, et finalement le deuxième m'a encore plus happé. Il était encore plus riche que le premier, encore plus tendu, encore plus rythmé, et vraiment... ça a été une grosse claque, j'ai vraiment adoré, c'est un gros coup de cœur là, cette duologie du Solstice des Ombres. Il va évidemment, je pense, aller dans mon top de l'année, et je pense qu'il se hisse même parmi mes tout meilleurs romans de fantasy que j'ai pu lire de ma vie, rien que ça. D'ailleurs, un petit détail qui est sympa pour ceux qui liraient le tome 2, lisez la page qu'il y a après les remerciements, il y a une petite page cachée après les remerciements, qui nous permet de voir ce qu'advient un des personnages à la fin de l'histoire. Donc j'ai trouvé ce petit détail, ce petit easter egg dans le livre assez amusant et assez sympa. Maintenant pour conclure, la citation que j'ai choisie du livre, puis on se laissera là-dessus. Hunbroad prononça un unique mot. Il résonna, fit trembler l'air et les perceptions de Jyoti se brouillèrent. Une pression intolérable s'exerça sur sa poitrine, elle étouffa. Puis incrédule, la moniale vit Béunir s'envoler. Une main invisible le souleva par un pied, et il se retrouva à tournoyer dans les airs tête en bas. Le boulanger implora terrifié. Un deuxième mot, une main tendue, et ce fut au tour du garde du corps d'être projeté en arrière. L'imposant frère Lé s'écrasa contre un plan de travail pour ne plus se relever. C'est une catastrophe, s'affola Jyoti. Balser tomba à genoux en se couvrant les oreilles. La moniale se rendit compte qu'il pleurait, tout comme elle. Un voile noir tomba sur les cuisines et un immense soleil impossible l'habita. C'était un spectacle sublime et horrifiant. Était-ce le visage du dieu ou une ombre faite lumière? La moniale hurla sans parvenir à s'entendre. Elle invoqua les noms d'Astor. Le soleil grandit jusqu'à tout englober et la plonger dans un blanc uniforme et douloureux. Voilà. Ça donne très très envie, je trouve. Et écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique immersive. Bonne journée à vous, bon week-end, ciao.